Tu n'as jamais vraiment su avec qui tu vivais. C'est cette phrase qui a tout fissuré. Elle n'était pas dite avec colère, ni même avec cruauté. Elle est tombée, un matin ordinaire, dans une cuisine silencieuse, comme une vérité, trop longtemps retenue, qui n'avait plus besoin d'efforts pour sortir. Je me suis figée. La tasse de café était encore chaude entre mes mains. J'ai levé les yeux vers mon mari. 30 à 5 ans de vie commune. 30 à 5 ans à partager le même lit, les mêmes murs, les mêmes habitudes. Et soudain, cette phrase, il ne me regardait pas. Il rangeait un papier dans sa sacoche, avec ce geste précis que je lui connaissais si bien. Ce geste que j'avais vu des milliers de fois, sans jamais le questionner. Qu'est-ce que tu veux dire? Aïe, je demandais. Il a soupiré, comme on le fait quand on estime qu'une explication est inutilement demandée. Tu as toujours préféré ne pas poser de questions. Cette réponse m'a traversée comme une lame fine. Pas de violence apparente, juste une certitude tranquille, presque condescendante. Mais c'est comme s'il parlait d'un trait de caractère anodin, alors qu'il parlait de toute ma vie. Je me suis assise, lentement. Autour de nous, la maison était calme. Trop calme. Le lit était encore défait à l'étage. Notre lit. Celui dans lequel j'avais cru dormir à côté d'un homme que je connaissais. Celui où j'avais fermé les yeux, nuit après nuit, persuadé de partager quelque chose de sûr. Je l'ai regardé alors. Vraiment. Son visage m'a paru familier, et pourtant lointain. Comme une photographie que l'on aurait trop longtemps regardée sans jamais en examiner les détails. Tu me caches quelque chose? Et ai-je murmuré. Il a souri. Un sourire bref, presque amusé. On ne cache que ce que l'autre n'est pas prêt à entendre. Mais à cet instant précis, j'ai senti quelque chose céder en moi. Pas une colère. Pas encore. Une compréhension brutale. J'avais vécu dans une version du réel soigneusement arrangée. Et lui le savait. Les souvenirs se sont mis à remonter, désordonnés. Ses absences, expliquées par le travail. Ses silences, présentés comme de la fatigue. Les décisions prises, sans me consulter. Toujours justifiées après coup. Je n'avais jamais soupçonné une double vie au sens banal du terme. Non. C'était plus subtil, plus dérangeant. Ce n'était pas un autre foyer. C'était un autre homme. Un homme qui savait compartimenter. Doser. Se montrer aimable, présent, prévisible. Un homme dont chaque geste avait une utilité. Même la tendresse. Tu exagères, a il ajouté en voyant mon trouble. Tu dramatises comme toujours. Ces mots-là, je les avais déjà entendus. Souvent, je m'y étais habituée. Je les avais même intégrés, parfois. Comme si mon ressenti était un défaut à corriger. Mais ce matin-là, quelque chose a changé. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé partir. La porte s'est refermée doucement derrière lui. Aucun fracas. Aucun adieu. Seulement ce clic discret qui, soudain, résonnait comme une séparation. Je suis montée dans la chambre. J'ai regardé le lit. Les oreillers. Les draps. 30 à 5 ans de nuit partagée. 30 à 5 ans à croire que la proximité du corps garantissait la proximité de l'âme. Je me suis assise au bord du lit. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas cherché à comprendre, pour excuser. J'ai simplement laissé une question s'imposer, nue, implacable. Qui était l'homme avec qui j'avais vécu? Et surtout, qui étais-je devenu en fermant les yeux aussi longtemps? Ce matin-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai ressenti quelque chose de plus grave, de plus décisif. La certitude que ma vie avait été construite sur un récit incomplet. Je ne savais pas encore ce que j'allais découvrir, ni jusqu'où allait le mensonge. Mais je savais déjà une chose. Je n'allais plus dormir à côté d'un inconnu. Même si cela devait me coûter tout ce que je croyais être ma vie. Avant cette phrase, tombée dans la cuisine, il y avait eu une vie que je croyais lisible. Pas parfaite, non. Mais compréhensible. Une vie faite de compromis, de silences acceptés, d'une confiance que je pensais partager. J'avais rencontré mon mari jeune. Il avait ce calme rassurant des hommes qui parlent peu, mais semblent solides. Il ne faisait pas de grandes promesses. Il ne disait pas pour toujours. Il disait « on verra ». À l'époque, cela me paraissait honnête. J'y ai vu une forme de modestie, pas un avertissement. Nous sommes installés ensemble rapidement.
un appartement simple, puis une maison. Les étapes se sont enchaînées sans heurts. Mariage, travail, habitude. Je me suis coulée dans cette vie avec application. J'organisais, j'anticipais, je maintenais l'équilibre, lui avançait, concentré, discret. Il était là sans être envahissant, présent sans se livrer. Je me disais que c'était sa nature. Pendant des années, j'ai confondu réserve et profondeur. J'acceptais ses silences comme une donnée immuable. Quand je posais des questions, il répondait brièvement, parfois à côté. Je complétais pour lui. J'interprétais. Je faisais le lien. J'étais devenue experte en continuité affective. Nous partagions le même lit, oui, mais surtout les mêmes horaires, les mêmes gestes répétés. Le soir, il se couchait avant moi. Le matin, il se levait tôt. Je connaissais son dos plus que son regard, sa respiration plus que ses pensées. Cette intimité-là me suffisait. Je croyais qu'elle disait l'essentiel. Il y avait eu des signes, bien sûr, des absences mal expliquées, des décisions prises seules, toujours présentées comme pratiques. Il gérait les papiers, les comptes, les rendez-vous, importants. Je lui laissais faire. Je pensais que déléguer, c'était faire confiance. Je ne voyais pas que je m'effaçais lentement de certains territoires. Quand je lui parlais de moi, il écoutait sans vraiment réagir. Pas de désaccord, pas d'enthousiasme, un silence poli. J'apprenais à parler moins longtemps, à aller droit au but, à ne pas l'encombrer. C'était devenu naturel. Je me souviens de nuits entières passées à côté de lui, éveillée, à réfléchir. Lui dormait profondément. Moi, je pensais pour deux. Au projet, au lendemain, aux ajustements nécessaires. Je croyais que le couple, c'était cela. Une vigilance partagée, non, même si elle n'était pas répartie équitablement. Avec le temps, j'ai cessé d'attendre des confidences. Je me disais que certains hommes ne fonctionnent pas ainsi, qu'il fallait respecter leur monde intérieur. Je me suis fait une raison élégante pour ne pas nommer ce qui me manquait. Si les années ont passé, 30 à 5 ans, une vie entière. Je regardais les couples autour de nous, leurs disputes, leurs ruptures, leurs excès. Je me disais que nous allions éviter tout cela, que notre stabilité avait un prix, certes, mais qu'il était raisonnable. Je n'avais pas compris que l'absence de conflit peut aussi masquer l'absence de vérité. Je pensais connaître ses habitudes, ses goûts, ses opinions. En réalité, je connaissais ce qu'il laissait paraître. Le reste m'était inaccessible, soigneusement tenu à distance. Quand je repense à cette vie d'avant, je ne la renie pas. J'y ai été sincère. J'ai aimé, honnêtement, sans calcul. J'ai cru qu'aimer consistait à ne pas trop déranger, à s'adapter, à combler les vides. Je n'avais pas vu que ces vides étaient entretenus. Je dormais à côté d'un homme qui partageait mon lit, mais pas son histoire. Et pendant que je construisais un foyer, sur ce que je croyais solide, lui vivait dans un espace parallèle, fait de secrets discrets et de zones interdites. Mais à l'époque, je ne me sentais pas trompée. Je me sentais utile, nécessaire, rassurante. Je ne savais pas encore que l'on peut être tout cela pour quelqu'un, sans jamais être connu. Et ce n'est qu'après, bien plus tard, que j'ai compris, la vie d'avant n'était pas un mensonge total. C'était une demi-vérité. Et une demi-vérité, répétée pendant 30 à 5 ans, finit par façonner une existence entière. Les premières humiliations n'ont pas été des coups. Elles ont été des glissements. Des détails si discrets que je les ai longtemps confondus avec l'usure normale d'un couple ancien. On ne se méfie pas de ce qui arrive lentement. Il y avait ces silences. D'abord, pas des silences lourds ni agressifs. Des silences polis. Quand je racontais ma journée, il hochait la tête sans poser de questions. Quand je partageais une inquiétude, il répondait par une solution rapide, comme on clôt un dossier. Je me suis mise à parler moins, à aller plus vite, à résumer. Je croyais m'adapter. Je me rétrécissais. Puis il y a eu ces corrections. Ce n'est pas exactement comme ça. Tu te trompes sur la date. Tu confonds. Je te l'ai déjà expliqué. Au début, je doutais de moi. J'ai toujours eu confiance en lui. Alors, je me disais que ma mémoire flanchait un peu, que j'exagérais. Je notais davantage. Je vérifiais. Je faisais attention à mes mots. Cette vigilance me fatiguait.
Mais je la prenais pour une discipline nécessaire. Il parlait parfois de moi à la troisième personne, même quand nous étions seuls. Tu sais comment tu es? Cette phrase revenait souvent. Elle disait tout, sans rien expliquer. Elle me renvoyait une image floue, jamais discutée, jamais définie. Une image dans laquelle je n'avais pas vraiment mon mot à dire. Les décisions se prenaient sans moi, pas les grandes, celles à là. Il faisait semblant de me consulter. Mais les petites, celles qui comptent autant, les rendaient à vous déplacer. Les dépenses engagées, les projets modifiés. Je l'apprenais après coup. Je pensais que ça ne te dérangerait pas. Je me disais qu'il avait raison, que ce n'était pas grave, que protester serait inutilement conflictuel. J'avais appris à éviter les vagues. Au lit, quelque chose avait changé aussi. Pas le corps, la présence. Il se tournait plus souvent de son côté, s'endormait rapidement. Les gestes tendres devenaient mécaniques, presque programmés. Je ressentais parfois une distance étrange, comme si je partageais l'espace avec quelqu'un qui était déjà ailleurs. Un soir, j'ai essayé de parler, de dire que je me sentais tenue à l'écart, parfois. Il a souri légèrement. Tu te fais des idées? Tu réfléchis trop? Cette phrase a fait son chemin en moi. Elle annulait ce que je ressentais sans même le discuter. Je me suis tue. Encore. Les humiliations les plus fines étaient celles qui prenaient la forme de protection. Laisse, je m'en occupe. Ce sera plus simple si je gère. Il disait cela avec douceur, avec cette assurance tranquille qui ne tolère pas la contradiction. Peu à peu, j'ai cessé de proposer. J'attendais. J'anticipais ce qu'il voudrait entendre. Je me suis surprise à demander son avis sur des choses qui, autrefois, relevaient naturellement de moi. Je glissais vers une place secondaire, sans que personne ne m'y pousse ouvertement. Parfois, devant d'autres, il plaisantait. Elle oublie facilement. On riait. Je riais aussi, par réflexe, pour ne pas être celle qui gâche l'ambiance. Mais ces rires-là laissaient une trace. Ils construisaient une version de moi que je ne reconnaissais pas. Je me souviens d'un dîner précis. J'avais raconté une anecdote ancienne, un souvenir qui me tenait à cœur. Il m'a interrompu. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a raconté sa version. Les autres ont écouté la sienne. La mienne s'est dissoute dans l'air. Je n'ai pas corrigé. À quoi bon? J'ai senti, ce soir, à là, une honte diffuse, inexplicable. Comme si j'avais pris trop de place alors que ce nerf était plus la mienne. Ces petites humiliations n'étaient jamais violentes. Elles n'auraient choqué personne vu de l'extérieur. Oui, c'est justement pour cela qu'elles étaient efficaces. Elles m'apprenaient, doucement, à ne plus me fier à mon ressenti, à me taire avant même de parler, à accepter que quelqu'un d'autre raconte ma vie mieux que moi. Je croyais préserver l'équilibre du couple. Je n'avais pas compris que cet équilibre se construisait désormais sur mon effacement. Je continuais à partager son lit, chaque nuit, à écouter sa respiration régulière. Mais une certitude commençait à s'installer, sourde, inquiétante. Je ne dormais pas, à côté d'un homme qui me rejetait ouvertement. Je dormais à côté d'un homme qui me diminuait, sans jamais hausser la voix. Et ce genre de rejet là laisse peu de traces visibles. Mais il use, lentement, tout ce qu'il touche. La goutte d'eau n'a pas été une confession. Elle a pris la forme d'un relevé bancaire. Un document banal, plié en trois, glissé par erreur dans une enveloppe qui n'était pas la mienne. Je l'ai trouvé un après-midi de pluie, en classant des papiers que je n'avais jamais vraiment regardés. Les comptes, c'était lui. Les assurances, lui. Les démarches, toujours lui. Et j'avais accepté cette répartition sans y voir une dépossession, jusqu'à ce jour. Le relevé portait un nom que je connaissais, mais associé à une adresse qui n'était pas la nôtre. Une banque différente, des mouvements réguliers, des virements, des retraits. Une organisation précise, ancienne, trop ancienne pour être un hasard. Je me suis assise. J'ai relu. Une fois. 2 fois. Les dates s'étiraient sur des années. Pas des mois. Des années. J'ai senti ce froid particulier, celui qui n'est pas de la peur mais de la compréhension. Le corps comprend avant l'esprit. Quand il est rentré, je n'ai pas crié.
Je lui ai simplement tendu le papier. Tout, il a pâli. À peine. Puis il s'est repris, comme toujours. Cette maîtrise, je la connaissais par cœur. Tu fouilles maintenant? AATA, il dit. Cette phrase a déplacé quelque chose d'irréversible. Ce n'était pas une explication. C'était une accusation. J'étais devenue fautive d'avoir vu. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Il a pris le temps de s'asseoir. Il a croisé les mains. Un geste familier, presque rassurant. Des affaires personnelles? A-il répondu. Rien qui te concerne. Rien qui me concerne. Après 30 à 5 ans de lit partagé, je lui ai demandé depuis quand. Il a hésité, puis a choisi une réponse vague. Longtemps. Comme si le temps n'avait plus d'importance. Comme si l'habitude effaçait la faute. Tu avais une autre vie? Ai-je murmuré. Il a souri. Ce sourire que je n'avais jamais vraiment interrogé. Une autre organisation? A-il corrigé. Tu dramatises. Ce mot. Encore. Ce mot, il revenait toujours au moment précis où la vérité risquait d'exister. Dramatiser, c'était refuser d'être aveugle. J'ai compris alors que je n'étais pas face à une erreur, ni même à une trahison ordinaire. J'étais face à un système. Il m'a expliqué, calmement. Trop calmement. Des placements faits pour anticiper. Des décisions prises pour ne pas m'inquiéter. Des engagements financiers, sans impact, sur notre vie. Tout était rationnel, propre, sans affect. Sauf que ce système avait un centre, lui, et une périphérie, moi. Je lui ai demandé pourquoi je n'avais jamais été informé. Il m'a regardé avec une patience feinte. Tu n'aurais pas compris. Cette phrase a été la vraie rupture. Pas le compte caché, pas l'argent. Cette certitude tranquille que ma compréhension n'était pas nécessaire, mais que mon consentement n'était pas requis, que ma place était celle d'une présence silencieuse, seule, tolérée, tant qu'elle ne posait pas de questions. J'ai pensé à nos nuits, à ce corps à côté du mien, à cette confiance offerte sans réserve. J'ai pensé aux choix faits pour deux, alors qu'ils étaient faits pour un seul. Je me suis levée. Je pensais à toutes ces années partagées, aux gestes quotidiens, aux nuits côte à côte, et je comprenais enfin que l'intimité physique peut masquer une solitude profonde. Dormir ensemble ne garantit pas de vivre ensemble. Le matin, je continuais à faire comme si de rien n'était. Je préparais le café, je répondais calmement. Il croyait que le choc allait passer. Que je finirais par casser ce papier comme tant d'autres choses que je n'avais pas le courage de regarder en face. Il se trompait. À l'intérieur, quelque chose s'organisait. Lentement, sans agitation. J'avais cessé d'espérer une explication sincère de sa part. Ceux qui construisent leur pouvoir sur le silence de l'autre expliquent jamais vraiment. Ils justifient. Je me suis mise à chercher des informations. Discrètement. Sur le droit, sur les comptes, sur ce que signifie être marié quand on a été tenu à l'écart des décisions financières. Je découvrais un monde précis, rigoureux, qui ne s'intéresse pas aux intentions, mais aux faits. Et les faits, je pouvais les établir. Je n'étais plus dans la douleur brute. J'étais entrée dans une phase plus dangereuse pour lui, celle où je comprenais, où je ne me débattais plus, où je préparais. Je savais que ce chemin aurait un prix. La fin d'un mythe. La fin d'une vie telle que je l'avais racontée. Mais je savais aussi une chose essentielle. Continuer à me taire me coûterait davantage. Ce soir-là, en refermant mon carnet, j'ai senti une détermination calme s'installer en moi. Pas une rage, une clarté. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. Je n'allais plus dormir à côté d'un homme qui me connaissait moins que je ne me connaissais moi même. Et désormais, je me devais cette vérité. À partir de ce moment-là, je n'ai plus laissé le hasard décider pour moi. Je n'étais pas pressée. La précipitation aurait servi son récit à lui. Celui d'une femme, déboussolée, émotive, incapable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Je voulais l'exact inverse. De la méthode, du calme, des preuves. J'ai commencé par les papiers. Tous. Ceux que je n'avais jamais ouverts, ceux qu'il classait à sa façon, ceux qu'il disait sans importance. Je les ai sortis un à un, étalés sur la table, triés par date, par thème, par compte. Ce travail était long, parfois aride, mais profondément réparateur.
Chaque document lu me rendait un morceau de terrain. J'ai découvert l'étendue de ce qui m'avait été dissimulé. Des comptes ouverts à mon insu, des placements dont je n'avais jamais entendu parler, des décisions prises seules, parfois depuis plus de 20 ans. Rien d'illégal en apparence, mais tout avait été pensé pour monsieur m'exclure. La légalité n'efface pas la trahison. Elle la rend simplement plus complexe. Mais pas. J'ai pris rendez à vous avec un avocat. Pas celui qu'il connaissait, bien sûr. J'ai choisi un cabinet discret, recommandé par une connaissance qui n'avait aucun lien avec notre cercle. Le bureau était sobre, sans emphase. J'ai apprécié cette neutralité immédiate. J'ai pété. Je n'ai pas raconté mon mariage. J'ai raconté des faits, des dates, des montants, des documents. L'avocat a écouté sans m'interrompre, notant parfois un mot, levant parfois les yeux pour vérifier une cohérence. Vous avez été tenu à l'écart de décisions majeures. Il dit enfin. Et cela change beaucoup de choses. Ces mots n'étaient pas une promesse. Ils étaient un cadre. J'ai compris que le droit ne s'indigne pas. Il qualifie. Et être qualifié comme victime d'une dissimulation systémique me redonnait une place que l'on m'avait retirée. Il m'a expliqué les options, la transparence exigée, les comptes à faire auditer, les conséquences possibles. Rien n'était immédiat. Tout était possible, à condition de procéder sans éclat. Je suis sortie de ce rendez-vous plus calme que je ne l'avais été depuis longtemps. Non pas rassurée, lucide. J'ai ensuite rencontré un notaire. Celui-ci m'a parlé de régime matrimonial, de droit, de ce que signifie partager une vie sans partager les décisions. Il a posé des mots précis sur ce que Jamel avait vécu confusément pendant des années. Déséquilibre, information défaillante, consentement altéré. Je notais tout. Je posais des questions. Je ne m'excusais plus de ne pas savoir. L'ignorance n'était plus une honte. Elle devenait un point de départ. À la maison, je n'ai rien laissé paraître. Je continuais à me lever à la même heure, à préparer le café, à parler de choses ordinaires. Il croyait que j'avais encaissé, que le choc s'était dissipé. Il confondait, comme toujours, mon silence avec une reddition. Je faisais attention à mes réactions, à mon ton, à mes mots. Je ne voulais lui offrir aucune scène il pourrait utiliser plus tard pour me décrire comme instable. Chaque émotion était tenue, non refoulée, maîtrisée. En parallèle, je préparais mon autonomie. J'ai ouvert un compte à mon nom seul. Un geste simple, presque anodin, mais chargé de sens. J'ai rassemblé mes papiers personnels, ceux qui attestent d'une existence indépendante. Identité, contrat, correspondances anciennes. Je voulais pouvoir me tenir debout, même administrativement. Je pensais parfois à la violence de ce que je faisais. Non envers lui, mais envers l'histoire que j'avais racontée pendant 30 à 5 ans. Défaire un mythe demande plus de courage que d'en créer un nouveau. Mais je savais que je ne pouvais plus vivre dans une version arrangée de ma propre vie. Les semaines passaient. Il devenait plus attentif, plus présent. Comme s'il sentait un déplacement sans pouvoir le nommer. Je restais aimable, polie, distante. Cette distance n'était pas une punition. C'était une protection. Je savais désormais que je n'agissais pas contre lui. J'agissais pour moi. Cette distinction change tout. Elle empêche la haine. Elle permet la fermeté. Je préparais une confrontation, oui, mais elle ne serait ni bruyante, ni théâtrale. Elle aurait lieu là où il se sentait le plus à l'aise, dans les faits, les chiffres, les documents. Là où son assurance avait toujours prospéré. Il ignorait encore que ce terrain-là n'était plus exclusivement le sien. Et moi, dans cette préparation silencieuse, je retrouvais quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. La sensation de diriger, enfin, ma propre histoire. La confrontation n'a pas eu lieu dans un éclat de voix, ni autour d'une table chargée de reproches. Elle a pris la forme la plus déstabilisante pour lui. Un cadre neutre, des tiers silencieux et des documents posés bien à plat. Le jour où nous nous sommes retrouvés chez l'avocat, il était sûr de lui. Trop sûr. Il avait mis sa veste sombre, celle des rendez-vous importants. Il parlait peu, comme toujours, mais son silence avait retrouvé cette assurance ancienne, celle de l'homme qui pense maîtriser le terrain. Je me suis assise en face de lui sans le regarder. J'avais appris à ne plus chercher son visage pour comprendre. Les réponses n'étaient plus là.
L'avocat a commencé par poser des questions simples. Des dates, des comptes, des décisions. Il répondait calmement, presque avec ennui. Il expliquait, il contextualisait, il rationalisait. Je reconnaissais cette voix. C'était celle que j'avais entendue pendant 30 à 5 ans. Celle qui transforme toute réalité en argument. Puis, les documents ont été sortis. Un à un. Les comptes non déclarés. Les placements ouverts sans information. Les décisions prises en solitaire alors que notre régime matrimonial impliquait autre chose. À mesure que les pages s'accumulaient, quelque chose s'est déplacé dans la pièce. Pas de tension spectaculaire, un basculement. Lent. Irréversible. Il a commencé à se défendre autrement. Moins sûr. Plus nerveux. Il parlait de protection, d'anticipation, de prudence. Il répétait qu'il n'avait rien fait d'illégal. L'avocat ne le contredisait pas immédiatement. Ah, il attendait. Puis il a posé la question qui a tout figé. Avez à vous informer votre épouse de ses décisions, au moment où vous les preniez? Le silence a duré plus longtemps que nécessaire. Non. A-il fini par dire. Ouais, je ne voyais pas l'utilité. Cette phrase, prononcée sans colère, sans honte, a mis fin à toute discussion. Elle disait tout. Elle confirmait ce que je savais déjà. Je n'étais pas associée. Parce que je n'étais pas considérée comme légitime à comprendre. L'avocat a repris, calmement. Il a expliqué les conséquences. La requalification possible. Les obligations de transparence. Les mesures envisageables. Rien n'était dit avec menace. Tout était dit avec précision. Je regardais mon mari pendant qu'il écoutait. Pour la première fois, je ne reconnaissais plus son assurance. Son regard cherchait des appuis qui n'étaient plus là. Le système qu'il avait construit sur le silence venait de se retourner contre lui. Ah, quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas raconté ma douleur. Je n'ai pas évoqué les nuits, ni la trahison intime. J'ai dit une seule chose, posément. J'ai partagé votre lit pendant 30 à 5 ans. Je n'ai jamais partagé vos décisions. Il m'a regardé alors. Vraiment. Comme s'il me voyait pour la première fois. Pas comme une épouse accommodante. Pas comme une présence rassurante. Comme une femme debout, qui ne demandait plus la permission de comprendre, mais la confrontation s'est achevée sans éclat. Il n'y a pas eu d'excuses. Pas de larmes. Il y a eu des conclusions. Des décisions à venir. Des délais. La loi avançait, sans émotion. En sortant, il a essayé de parler. De minimiser. De revenir à ce qu'il appelait le raisonnable. Je l'ai arrêté d'un geste. Ce qui est raisonnable pour toi m'a rendu invisible pendant des années. Et, a-je dit, cela suffit. Il n'a pas insisté. Je savais que cette confrontation ne réparerait pas le passé. Elle ne rendrait pas les années vécues dans l'ignorance. Mais elle avait fait quelque chose d'essentiel. Elle avait déplacé le rapport de force. Je n'étais plus celle à qui l'on explique après coup. Je n'étais plus celle dont le silence arrange. Je quittais cette pièce sans triomphe, sans colère, avec une certitude calme. Le piège qu'il avait patiemment construit autour de moi venait de se refermer sur sa propre logique. Et cette fois, il ne pouvait plus faire semblant de ne pas comprendre. La désagrégation n'a pas été immédiate. Elle s'est faite par fissures successives, comme un mur qui tient encore debout alors que ses fondations ont déjà cédé. À l'extérieur, tout semblait normal. À l'intérieur, plus rien ne l'était. Il a commencé par parler. À tout le monde. Aux enfants. À des amis communs. À des connaissances éloignées. Il racontait une version soigneusement ajustée. Une incompréhension, un malentendu administratif. Une réaction excessive de ma part. Je reconnaissais sa manière. Il ne mentait jamais frontalement. Il déplaçait. Il diluait. Il laissait croire. Les premières réactions ont été hésitantes. On m'appelait pour prendre des nouvelles. On me demandait si ça allait s'arranger. Les phrases étaient prudentes, enveloppées de bonnes intentions. Je répondais peu. Je ne rectifiais pas. J'avais appris que la vérité n'a pas besoin d'être défendue quand elle est documentée. Puis, les questions sont devenues plus directes. Pourquoi n'avais-je rien dit avant? Pourquoi maintenant? N'étais-je pas influencé par quelqu'un? Je sentais poindre ce soupçon familier, celui qui pèse toujours sur les femmes âgées quand elles cessent d'être accommodantes,
On cherche une cause extérieure à leur fermeté. On refuse d'y voir une décision. Les enfants ont pris parti différemment. L'un s'est éloigné, silencieux, comme s'il avait peur d'être contaminé par le conflit. L'autre a voulu comprendre, mais sans remettre en cause l'image qu'il avait de son père. Ils naviguaient entre loyauté et inconfort, incapables d'habiter pleinement, une vérité qui les obligeait à regarder autrement leur propre histoire. Je ne leur en voulais pas. Chacun protège ce qu'il peut. La maison, elle, était devenue un lieu étranger. Les repas étaient plus courts, les silences plus lourds. Ils tentaient parfois une conversation banale, comme si l'intimité pouvait se réparer par l'habitude. Je répondais avec politesse. Rien de plus. La proximité physique ne produisait plus d'illusions. Les amis communs se sont divisés. Certains ont disparu. D'autres ont choisi une neutralité prudente, ce territoire confortable où l'on ne prend jamais vraiment parti. Quelques-uns, plus rares, m'ont regardé différemment. Pas avec pitié, avec respect. C'est là que j'ai compris l'ampleur réelle de ce qui se jouait. Ce n'était pas seulement une affaire de couple. C'était un bouleversement des récits. Celui d'un homme raisonnable, fiable, organisé. Et celui d'une femme discrète, reconnaissante, silencieuse. En contestant l'un, je faisais vaciller l'autre. Les vérités enfouies ont commencé à remonter. Des remarques anciennes, que l'on avait toujours trouvées anodines. Des décisions prises sans concertation. Des souvenirs reconfigurés. Chacun réévaluait à sa manière ce que prit. Il avait vu sans vraiment regarder. Il devenait nerveux, moins sûr. Il ne maîtrisait plus la perception. Et pour quelqu'un qui a bâti sa tranquillité sur le contrôle, c'est une perte vertigineuse. Moi, je me tenais à distance. Non par froideur, mais par nécessité. Je n'avais plus à convaincre. J'observais. Je notais. Je laissais les choses suivre leur cours. La vérité, une fois sortie de son confinement, agit seule. Un soir, il m'a reproché mon calme. Tu pourrais au moins essayer d'arranger les choses. Je l'ai regardé sans colère. J'ai passé des années à ranger ton silence. Et ai-je répondu. Maintenant, je te laisse arranger les conséquences. Il n'a rien dit. Je ressentais parfois une tristesse sourde. Pas pour la fin du couple, elle avait eu lieu bien avant, pour la famille telle que j'avais imaginé. Mais celle où la loyauté ne se négocie pas, où la confiance n'est pas à sens unique. Mais cette tristesse n'était plus paralysante. Elle était claire, lucide. Je savais que ce chaos n'était pas un échec. C'était le passage obligé quand une structure repose sur un mensonge ancien. Tout ce qui avait été maintenu par mon silence devait se réorganiser sans lui. Je n'étais plus au centre de la tempête. J'étais déjà sur le seuil, presque ailleurs. Et pour la première fois depuis longtemps, ce détachement n'était pas une fuite. C'était une avancée. Le départ n'a pas été spectaculaire. Il s'est fait sans valise lourde, sans adieu dramatique. J'ai quitté la maison un matin clair, avec quelques cartons, un carnet, et cette sensation étrange de légèreté, mêlée d'appréhension. On ne part jamais vraiment de ce qui a façonné une vie. On s'en détache par couches successives. J'ai choisi un endroit où l'horizon respire. Un petit appartement, non loin de la mer. Assez simple pour ne pas me rappeler sans cesse ce que j'avais perdu. Assez lumineux pour accueillir ce que je commençais à construire. Le bruit des vagues ne réparait rien, mais il rythmait mes journées. Il m'apprenait la constance, sans l'immobilité. Les premiers jours, je marchais beaucoup. Sans but précis. Je laissais mes pas décider. J'observais les façades, les bancs, les visages anonymes. Personne ne me connaissait. Personne ne savait ce que j'avais été. Cette absence de regard pesant était un soulagement inattendu. Je redécouvrais le temps. Le vrai, celui qui ne se mesure pas à l'utilité que l'on a pour les autres. Je buvais mon café lentement. Je lisais sans m'interrompre. Je dormais sans écouter la respiration un autre, pour y chercher une confirmation de présence. Les petites choses reprenaient une importance que j'avais oubliée. Choisir un rideau. Ranger une étagère. Décider de l'heure du dîner sans tenir compte de préférences qui n'étaient plus les miennes. Ces gestes ordinaires devenaient des affirmations silencieuses. Je me suis liée, doucement, à des inconnus. La voisine du dessous, qui me prêtait parfois un livre. Le boulanger, qui me reconnaissait sans savoir mon nom. Des conversations simples, sans enjeu,
Personne n'attendait de moi que je sois discrète ou accommodante. J'étais simplement là. Je pensais souvent au pardon, pas comme une injonction morale, mais comme une question ouverte. Pardonner? Pour qui? Pourquoi? J'ai compris que le pardon ne consiste pas toujours à rétablir un lien. Parfois, il consiste à cesser de lutter intérieurement contre ce qui a été. Mais je n'éprouvais plus de colère, pas davantage de nostalgie excessive. Il restait une mélancolie légère, comme une ombre en fin d'après-midi. Elle ne m'écrasait pas. Elle me rappelait simplement que certaines pertes ne se compensent pas. Les démarches juridiques suivaient leur cours, mais elles n'occupaient plus le centre de mes pensées. Neymar, j'avais confié cette partie à des professionnels. Pour la première fois, je ne portais pas tout seul. Cette délégation était une forme de maturité retrouvée. Je recevais parfois des messages, mais des tentatives de rapprochement maladroites, des phrases prudentes, pleines de non-dits. Je répondais quand je le pouvais, sans dureté, sans empressement. J'avais appris que la paix intérieure ne se négocie pas. Un après-midi, assise face à la mer, j'ai ouvert mon carnet. Celui qui m'avait accompagné depuis les premières découvertes. Je l'ai feuilleté lentement. Les dates, les notes, les phrases, tout ce qui avait servi à comprendre, à prouver, à agir. Je n'en avais plus besoin de la même manière. J'ai écrit une dernière page. Pas pour conclure une affaire, pour marquer un passage. J'y ai noté ce que cette épreuve m'avait appris. Que la loyauté ne doit jamais se faire au prix de soi. Que le silence n'est vertueux que lorsqu'il est choisi. Et que la dignité n'a pas d'âge. Je me sentais apaisée. Pas triomphante. Apaisée. Cette nuance était essentielle. Elle signifiait que je n'avais pas gagné contre quelqu'un, mais retrouvé quelque chose pour moi. Le soir tombait doucement. La lumière changeait. J'ai fermé le carnet et je l'ai posé sur la table, sans le cacher, sans le protéger excessivement. Il faisait partie de mon histoire, mais il ne la dirigeait plus. Je savais que tout n'était pas réglé, que certaines conversations auraient encore lieu, que certaines blessures resteraient sensibles. Mais je savais aussi que je n'étais plus prisonnière d'un récit qui ne était pas le mien. Je commençais une vie plus simple, plus lente, mais profondément juste. Et cela, à ce stade de l'existence, suffisait amplement. Je pensais souvent que le temps finirait par arranger les choses, que les années, en passant, adouciraient les angles, mais rendraient supportables les silences et transformeraient les renoncements en sagesse. J'avais tort. Le temps ne répare rien quand il est utilisé pour se taire. Il pollute seulement les chaînes. Assise près de la fenêtre, dans cet appartement où rien ne portait encore de souvenirs anciens, je regardais la lumière glisser sur le mur. Elle dessinait des formes changeantes, comme pour me rappeler que rien n'est jamais figé. Même les histoires que l'on ne sait, on croit, définitives, peuvent être relues autrement. Je repensais à cette phrase, prononcée un jour sans colère. Ce n'est plus chez toi. Elle n'avait pas seulement tenté de m'exclure d'un lieu, elle avait cherché à m'exclure de ma propre légitimité, à me faire croire que je n'étais plus compétente pour décider, comprendre, choisir. Ce jour-là, je n'ai pas seulement perdu une illusion domestique. J'ai perdu le droit de continuer à me raconter des grandes histoires rassurantes. Je n'éprouvais plus de haine. La haine demande une énergie que je préférais désormais consacrer à autre chose. Ce qui restait, c'était une lucidité tranquille, celle qui permet de regarder le passé sans le travestir, ni pour se protéger, ni pour se punir. J'avais partagé un lit pendant 35 ans avec un homme que je croyais connaître. J'avais partagé des gestes, des habitudes, des silences, mais je n'avais pas partagé la vérité. Et cette absence de partage avait façonné toute notre vie commune, plus sûrement que n'importe quel amour déclaré. Longtemps, j'avais cru que la discrétion était une vertu, que ne pas déranger, c'était aimer. Que faire confiance, c'était se retirer. Je sais maintenant que ces idées ont souvent servi à maintenir des équilibres injustes. Elles arrangent ceux qui parlent peu, mais décident beaucoup. Je pensais aux femmes de mon âge, à celles qui vivent encore dans des arrangements silencieux, persuadées qu'il est trop tard pour changer, à celles qui croient que poser une question, demander un compte, ou dire non, revient à trahir une vie entière de dévouement. Je voudrais leur dire que la dignité ne s'use pas, avec les années. Qu'elle attend parfois longtemps, simplement, qu'on la reconnaisse.
Il m'est arrivé de regretter, pas d'avoir agi, mais de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ce regret-là ne me rongeait pas, il m'enseignait. Il me rappelait que la patience n'est pas toujours une qualité, quand elle sert à différer l'essentiel. Je n'avais pas reconstruit une famille idéale. Je n'avais pas réparé toutes les blessures. J'avais fait autre chose, de plus rare. J'avais cessé de mentir à moi-même, à l'écrit. Cette vérité-là, même tardive, avait transformé le reste. Je n'attendais plus d'excuses, ni de reconnaissance spectaculaire. Je n'en avais plus besoin. Ce que j'avais retrouvé ne dépendait plus du regard des autres. Il dépendait de cette voix intérieure que j'avais longtemps étouffée pour préserver une paix fragile. Aujourd'hui, quand je marche le long de la mer, je ne fuis rien. Je ne me cache pas. Je vis à la mesure de ce que je sais désormais être juste. Cette justesse ne fait pas de bruit. Elle ne réclame pas de témoins. Elle tient simplement. Si je raconte cette histoire, ce n'est pas pour régler des comptes. C'est pour laisser une trace. Une trace, pour celles et ceux qui doutent encore, de leur droit à comprendre. Pour rappeler que l'amour ne devrait jamais exiger l'ignorance, ni la loyauté se construire sur l'effacement. Il n'y a pas toujours de victoire éclatante. Parfois, il y a seulement un retour à soi. Et ce retour à là, quand il est assumé, vaut tous les triomphes. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas détruit. Je n'ai pas humilié à mon tour. J'ai fait ce que je n'avais jamais osé faire auparavant. J'ai regardé la vérité sans détour, et j'ai agi en conséquence. Et c'est ainsi que j'ai compris, enfin, que le silence peut aussi être une forme de justice.